Bienvenue dans ce numéro du débat décryptage sur Matin d'Éden. Au chapitre de ce numéro de décryptage se joue, je vous le rappelle rapidement, préparatifs des élections dans les états-majors des grands partis, cas des moyens licites et illicites. Et ce qu'on sujet, c'est bien l'analyse du calendrier électoral livré par la Sénat. L'exercice est confié ce jour à M. Loukman Tidjani, jeune acteur politique. Bonjour, M. Tidjani. Bonjour à vous, chers amis. Bonjour aux amis téléspectateurs. Merci de votre disponibilité et merci d'avoir fait diligence. Face à vous, Ghislain Crespin Lobetolé. Bonjour, M. Lobetolé. Bonjour, M. Loris. Et merci. Bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je ne vous apprends rien, les réunions se multiplient dans les coulisses des starting blocks des différents partis, des différents grands partis désormais, différentes stratégies de mobilisation, vous l'avez suivi tout à l'heure chez nous, à l'UDBN, on tente même de former les jeunes militants à l'oratoire, quitte à les armer à convaincre efficacement. Et bien évidemment, les militants à la base, les différentes personnes dans les maisons et autres, pour les ramener à la cause, à adhérer aux idéaux du parti. Il en est de même dans beaucoup d'autres partis, grands partis, justement. Alors, mais outre ces moyens, je dirais, légaux, il y en a de peu licites. Et ce sont justement ce que nous constatons à travers cette campagne, je dirais, cette série de campagnes, pré-campagnes anticipées que nous notons depuis quelques semaines dans tous les camps, ça il faut le dire, dans tous les camps. Et on l'a suivi ce lundi, les responsables d'un certain parti se sont rapprochés de la Sénat pour comprendre cet état de choses. Eh bien, la Sénat a expliqué, cela ne relève pas de ses prérogatives, mais plutôt de la HAC. Alors, ce matin, nous tenterons un état des lieux de ces moyens licites et illicites dont font usage ces différents partis et nous essayerons de lire à notre manière, ou les différents invités tenteront de lire à leur manière ces comportements. Alors, je démarre par vous, M. Loukman Tidjani. Je ne vous apprends rien. Vous avez constaté comme nous qu'il y a des moyens licites et illicites dont font usage les cadres des différents partis. Quelle lecture faites-vous de ce comportement ou en griffe de ce nouveau comportement? Non, je pense que je me ferai le devoir de dire qu'il n'y a forcément pas de moyens illicites. J'utiliserai peut-être la terminologie moyen peu licite pour dire que lorsqu'on parle d'illicité, on va beaucoup plus dans la fraude, dans le domaine du droit. Non seulement du droit, mais ce que j'appellerais du gangstérisme. Je pense qu'au niveau des partis politiques aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il est important aussi pour nous de circoncire une fois encore le contexte dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas dans le même contexte ou dans le même environnement sociopolitique que celui que nous avons connu il y a quelques années. Aujourd'hui, à la faveur de la réforme du système partisan, à tort ou à raison, calendrier aidant ou faisant malheur des acteurs politiques, on s'est retrouvé dans un contexte où il était important pour les partis politiques après leur mise en conformité avec la nouvelle charte des partis politiques, d'aller en contact de leur électorat pour expliquer aux électorats ce qui s'est passé, pour expliquer au peuple, aux militants et probables futurs adhérents aux partis politiques ce qui s'est passé et comment est-ce que le parti se retrouve dans une autre vision, dans une autre dynamique. À tort ou à raison, comme je le dis, cela coïncide aujourd'hui avec une période sensible, une période préélectorale qui est marquée par la pré-campagne et la campagne. Certains, selon le contexte dans lequel ils se trouvent, estiment que c'est une pré-campagne précoce. Nous, on estime au niveau de nos formations politiques que cela y va dans le sens de l'animation régulière de la vie des partis politiques. Vous savez, les partis politiques doivent normalement être animés. Ces partis politiques ne doivent pas être forcément animés à la veille des élections. Ces partis politiques doivent être quotidiennement animés. Donc l'animation de la vie des partis politiques, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Ce que nous comprenons, c'est que la forte capacité d'un certain nombre de partis ou de regroupements politiques à rendre visible leur activité, à aller en contact avec les populations, à partager leur vision, leur
leur projet de société avec les populations, diront certains qui estiment que c'est de la pré-campagne précoce. Mais je voulais juste rappeler aux uns aux autres que c'est dans le cadre de l'animation normale des partis politiques. Les écoles de partis politiques, les échanges avec les militants, on n'attendra pas forcément les élections pour aller le faire. La loi dit que les partis politiques sont libres de le faire à n'importe quel moment. Lukman Tidjani tente de disculper quelque peu les différentes formations politiques. Et il a bien joué son rôle et il a précisé, oui, puisqu'il fait bien partie de cette grosse famille. Mais maintenant, endossez-vous cette lecture, M. Crespin, Ghislain Crespin-Lobretoli. Merci vraiment. Et en partie, je vais dire en partie parce que, vous savez, le contexte dans lequel nous sommes actuellement est vraiment différent de ce que nous avons souvent vécu. Figurez-vous que le code électoral actuel date du 9 octobre 2018, environ 3 mois, environ 4 mois. Alors qu'il y a eu beaucoup de dispositions, de nouvelles dispositions qui ont été intégrées au code. Il y a la charte des partis politiques également qui a été totalement réformée, refondée, je vais dire. Alors, comme je l'ai dit sur d'autres antennes, c'est qu'il est nécessaire que les partis politiques puissent expliquer toute cette recomposition de la classe politique, tous ces positionnements aux différents acteurs, aux différents militants, parce que les 15 jours de campagne électorale ne suffiront pas pour vraiment expliquer tous ces aspects et faire adhérer les militants. Et vous savez également qu'aujourd'hui, par rapport aux différents blocs qui se forment, les partis politiques qui doivent se conformer aux différentes dispositions du code électoral et de la charte des partis politiques, tout ça n'est pas encore bien compris des militants et des citoyens ordinaires que nous sommes, même de toute la population. Et il était nécessaire que cela se fasse et par les partis politiques. Et comme je l'ai aussi dit, par d'autres acteurs, la société civile. C'est maintenant que la société civile aussi devrait commencer à faire la sensibilisation sur les dispositions les plus importantes du code électoral, la charte des partis politiques, pas seulement les acteurs politiciens, les responsables des partis politiques, mais la société civile également, et les institutions qui peuvent toujours intervenir, qui interviennent dans tout le processus électoral. Je pense que c'est leur rôle. C'est vrai que d'aucuns assimilent cela à une campagne précoce, mais les gens vous diront que pour la campagne électorale, les dispositions devaient être prises au niveau, il y a même des responsables locaux pour identifier où est-ce qu'il faut tenir les meetings, où est-ce qu'il a été identifié dans la localité pour tenir les meetings politiques et puis faire les protocoles nécessaires. Mais pour ce qui se fait actuellement, ils vont vous dire que c'est des réunions ordinaires qui concourent à l'animation de la vie politique, qui concourent également aux échanges sur les différents tests que j'ai cités tout à l'heure. Alors, nous voici face à un obstacle, Lukman Tidjani, un obstacle à un mur que constitue la grosse excuse générée par les nouveaux tests, le nouvel arsenal. Sinon, si vous le voulez, la réforme du système partisan, d'accord. Les différentes formations politiques se doivent de vulgariser leurs attributs, logos et autres. Mais jusqu'à quand? Et qui? Mais qui ou quelle instance pour contenir, pour canaliser les exagérations? Oui, je pense que je ne le prends pas sous le pan d'une excuse. Je le prends comme ce qui devait être normal. Même s'il n'y avait pas eu réforme du système partisan, les partis politiques devraient organiser régulièrement les rencontres, les écoles en leur sein, des réunions pour être en contact avec leurs militants. Donc, ce n'est pas forcément une excuse, mais c'est dans la normalité. Maintenant, il revient beaucoup plus aux instances, aux institutions de la République de réglementer, de faire en sorte que 2 principes soient respectés. Le premier principe, c'est le principe de l'équitabilité dans l'accès aux médias. Que ce soit au niveau des médias de service public, qu'aux médias de service privé, il faut faire un effort pour que ce principe d'équitabilité soit respecté. Encore que là, c'est souvent difficile parce que l'on ne peut pas en vouloir à une formation politique qui met les moyens pour aller vers la viabilité. On ne peut pas faire de la discrimination de cette formation politique pendant que l'autre formation politique décide de ne pas aller vers la viabilité de ses actions. Chacun est libre de choisir, de communiquer
autour de ses actions, autour des initiatives qu'il mène au niveau de son groupe politique. Le deuxième élément, c'est au niveau de la qualité du message. Le message politique qui sort. Les partis politiques actuellement doivent être dans un environnement où ils doivent expliquer, ils doivent éduquer, former les militants, les adhérents ou les sympathisants sur la vision, les perspectives de leur parti politique. Nous ne sommes pas encore dans une période où, à tort, régulièrement, nous nous jetons des flèches. Je pense que la période dans laquelle nous devons être aujourd'hui, c'est de faire, nous devons parler beaucoup plus de nous, de dire ce que nous faisons à notre sein intérieur, nous vendre beaucoup plus. Malheureusement, on observe de plus en plus que le message n'est pas le cas. Chez certains aujourd'hui, les gens vont beaucoup plus dans des messages de manipulation, d'injures, de mensonges même sur un certain nombre d'éléments. Je pense qu'il revient aujourd'hui au niveau des... À la limite de vaine propagande. De vaine propagande, exactement. Il revient aujourd'hui aux organes, que ce soit à la RAC, de réglementer cela, de s'assurer à ce que la communication qui se fait, que ce soit sur les médias publics et privés, et même si les autres médias puissent répondre aux règles de l'éthique et de la déontologie. Il revient aussi à ceux qui sont chargés d'appliquer les décisions de l'achat des partis politiques, le procureur de la République, un certain nombre d'acteurs, de faire en sorte que les partis politiques puissent se conformer à la règle. Et cela dit tout à l'heure, les acteurs de la société civile ont aussi un rôle. Non seulement communiquer avec la population, mais rappeler de temps en temps aux acteurs politiques quelle est la limite à ne pas franchir. Parce que quelquefois, dans le champ de l'action, on est dans l'énergie, dans la fougue, et on oublie régulièrement ce qui devait être notre responsabilité, la limite qu'on ne devait pas franchir. Il revient aussi aux acteurs de la société civile de communiquer régulièrement avec les partis politiques, de monter vraiment au créneau pour dire ça ne va pas, ça nous pensons qu'il faut tamiser le message, il faut aller vers cela. Malheureusement, nous ne voyons pas ça aujourd'hui. Nous voyons qu'il y a un certain nombre de partis politiques qui perdent du terrain et qui malheureusement se lancent dans de la veine critique, qui tendent quelquefois à la haine envers un individu. Je pense qu'il est de leur rôle, de la provocation, de leur rôle de recadrer un peu le message. La peur dans laquelle nous sommes, c'est d'aller en contact avec les militants. Vendez-vous, présenter les logos, parce que vous avez vu, il y a eu des réformes du système partisan. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les populations étaient habituées à avoir un certain nombre de logos ou à retrouver leurs proches, leurs leaders politiques sous une bannière aujourd'hui. Avec les réformes du système partisan, tout a changé. Il faut aller communiquer, il faut présenter. Je dis même que le délai est trop court, parce que pour amener un individu à s'approprier un logo ou tout élément de langage communicationnel d'un groupe, d'une entreprise, d'un parti politique, ce n'est pas en 3 mois. Il faut forcément prendre du temps. On est déjà dedans, on va colmater au fur et à mesure les brèches. Mais je pense que dans le consensus, dans le respect de l'éthique et de la loi, cela devrait se passer dans un climat pacifique. Ghislain Crespin-Lobetodé, on y reste encore. Lukman Tidjani l'a distinctement signifié. Il faille trouver des voies et moyens pour canaliser les ardeurs et oser même demander à certaines grosses formations de libérer nos artères et les grands carrefours de leurs effigies. Parce que c'est vrai, il faille vulgariser. Lukman l'a dit, mais il faut le faire avec la manière. Oui, évidemment. Oui, on l'a suivi il y a, je crois, le week-end écoulé. Les logos sont transformés, déjà imprimés sur les tissus, transformés en uniforme. En a-t-on besoin nécessairement pour vulgariser les tests des grands partis? A-t-on besoin d'aller à ces extrémités? Oui, chacun se donne, nous sommes en politique, il faut rappeler que nous sommes en politique et chacun se donne les moyens qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Et comme je l'ai dit... Si on le fait maintenant, que fera-t-on pendant la campagne? Des institutions de la République qui peuvent cadrer tout ça. Je pense que, en principe, ces réunions, que ce soit des formations ou des réunions politiques, tout ça, on doit recadrer leur médiatisation. C'est le premier point que je vois. Au niveau de la HAC et avec l'UDEM, tout ça, doivent revoir comment faire mettre tout ça dans la presse, puisque si la personne tient sa réunion dans son enclos et que ce n'est pas médiatisé, c'est un peu moins critiquable. C'est un peu moins critiquable. Mais et ça n'aura pas l'effet escompté. Oui, ça n'aura pas l'effet. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore en campagne électorale. C'est pendant la campagne électorale qu'il faut aller aux populations, leur expliquer les tenants et les aboutissants et puis
puis les réalisations et autres pour ceux qui sont du côté de la montre. Mais nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Mais il faut bien recadrer tout ça pour que les gens ne violent pas allègrement les tests de la République. Je crois que la HAC est là. Il y a le procureur de la République aussi qui peut s'en saisir. Le libre de s'en saisir, les dispositions légales l'y autorisent, donc il peut également le faire. Mais moi, je pense que toutes ces actions, c'est peut-être prendre langue avec les responsables du parti politique pour qu'ils puissent vraiment prendre conscience de la période dans laquelle nous sommes en train d'évoluer et voir au niveau des différents démembrements les dispositions à prendre pour qu'ils ne tombent pas sous le coup des tests de la République. Lukman Tidjani, au-delà des moyens, on a noté que la sortie de la Sénat pour rendre visible le calendrier électoral, j'enchaîne ainsi avec le second sujet, pour rendre visible le calendrier électoral et tout ce qui va avec. Chacun sait désormais, enfin les potentiels candidats savent désormais quelles sont les pièces à réunir pour se conformer au test, pour prendre part aux législatives de 2019. Que dire d'abord du calendrier électoral? Non, je pense qu'il faut d'abord féliciter la Sénat, même avant la Sénat, féliciter le gouvernement, parce que de par le passé, on s'inquiétait à des moments donnés de la convocation ou non du corps électoral par le gouvernement à bonne date. Je pense que cette fois-ci, cela a été fait à bonne date. Le corps électoral a été convoqué. Le gouvernement a réaffirmé son engagement à mettre à la disposition des acteurs du processus électoral les moyens financiers et techniques adéquats. Je veux croire à la bonne foi du gouvernement comme j'ai l'habitude de croire et de ne pas être déçu à ce niveau. Je voulais remercier aussi la Sénat pour un calendrier électoral concis, précis, clair et qui, aujourd'hui, à la faveur de tout ce que nous avons comme technique de l'information et de la communication, est amplement médiatisé, est mis à la connaissance non seulement des acteurs politiques, probables compétiteurs, mais aussi des électeurs de la population, probables juges qui décideront de ceux ou de celles à qui ils apporteront leur suffrage. Ce qu'il faut craindre aujourd'hui, c'est le respect de ce calendrier, non seulement par la Sénat, mais aussi par le gouvernement, parce qu'il faut faire un effort pour mettre à temps les ressources à la disposition de la Sénat. Parce que lorsqu'on ne met pas les ressources, un décalage à un moment donné peut porter atteinte à tout le processus, à tout le calendrier électoral. La deuxième chose, c'est que les acteurs politiques s'approprient beaucoup ce calendrier. Et au-delà du calendrier, comme vous l'avez dit, les dispositions de la loi, les pièces à fournir, et qui comprennent qu'il faut se réveiller très tôt. Parce que vous avez probablement près de 200 à 500, au moins, probables potentiels candidats qui vont courir vers un certain nombre de structures administratives pour avoir les pièces qu'il faut, les certificats de nationalité, le quitus fiscal, les attestations, un certain nombre de pièces. Nous savons aujourd'hui que nous avons une administration qui se modernise de plus en plus, qui, je crois, sera à la hauteur et répondre aux attentes et aux besoins de cette grande masse-là. Mais je pense que les acteurs politiques doivent vraiment aller très vite. Il ne faut pas qu'à la fin, leur retard puissent alimenter à leur niveau quelquefois des suspicions. Il ne faut pas qu'à un moment donné, leur incapacité à satisfaire au principe de la loi, à fournir toutes les pièces authentiques et vraies, puissent alimenter à leur niveau des critiques ou des déclarations qui tenteraient vraiment à une mauvaise foi d'une part ou d'une autre. Je pense, je continue de croire à la bonne foi du gouvernement et de tous les acteurs qui sont impliqués dans le déroulement du processus électoral. Je crois aussi à la bonne foi des partis politiques. Ils savent que nous devons avoir des élections dans un climat pacifique apaisé, que ce soit de la mouvance et de l'opposition. C'est de leur responsabilité. Ils vont davantage s'engager pour cela. Les populations vont accompagner cette quête d'avoir des élections dans un climat pacifique et apaisé. Parce que pour nos populations, ce n'est pas une compétition. C'est vraiment une période de fête, c'est une messe de contact de l'acteur politique avec son peuple, c'est une période de fête. Et nous, acteurs politiques, il est de notre responsabilité de retourner autour de l'ascenseur de la population et de faire en sorte que cela se passe dans une ambiance de gaieté. Ghislain Crespin-Lobétori, oui, du calendrier électoral. Oui, le calendrier électoral, vous savez que la Sénat, en tant qu'organe qui organise les élections, sait déjà qu'en 2019, nous devons avoir des élections. Donc, certainement que déjà dans les préparatifs, fin 2018, on aurait déjà élaboré son chronogramme. Mais il fallait attendre
deux événements principaux. Le premier événement, c'est la convocation du corps électoral que nous avons eu il y a quelques semaines, et la mise à disposition de la liste électorale par COSLEPI. Ce sont les deux événements qui pourront être déterminés et la finalisation pour avoir le calendrier électoral. Et vous avez bien constaté avec moi que dès que le COSLEPI a rendu, sa liste. Attends. Oui, attends. Et dès que le COSLEPI a rendu la liste, et même la Sénat s'est pliée en quatre, même travaillé pendant le week-end pour sortir le calendrier électoral. Et sa réalisation, sa mise en œuvre incombe à tous les acteurs qui interviennent dans le système, les institutions de la République, les administrations effectivement qui devraient délivrer certaines pièces aux différents candidats qui doivent certainement prendre des dispositions pour que la délivrance de ces pièces ne s'entraîne pas sur des jours, pour permettre quand même aux différents candidats de déposer à temps les dossiers. Mais je sais que les gens ils se préparent bien, parce que déjà dans le code électoral, il y avait la Sénat a rendu public la liste de pièces, mais de façon formelle. Sinon, dans le code électoral, tout ça existe déjà. Je ne pense pas que les potentiels candidats pourront rester en retrait et ne pas prendre cette disposition-là et aller aux élections. Je pense que il y a quelques semaines également, le ministre des Finances a pris langue avec les responsables de la Sénat en ce qui concerne le mode de décaissement pour le financement des élections. Et certainement que ça ne sera pas un handicap. Parce que par le passé, oui, évidemment, cela avait posé vraiment de problèmes et on se demandait, même jusqu'au niveau de la population, on se demandait est-ce que ça aura lieu, est-ce que ça n'aura pas lieu. Donc, il faut éviter toutes ces suspicions, il faut éviter ces inquiétudes-là. Et je pense que c'est ça que le ministre des Finances a anticipé sur tout ça et a pu prendre langue avec ses services compétents, avec la Sénat. Et ils se sont certainement entendus sur un calendrier, le mode de décaissement de ces fonds nécessaires pour la mise en œuvre de ce calendrier électoral pour l'organisation des élections et par la suite donner les résultats. Je crois que tous les acteurs, autant qu'ils sont, doivent contribuer à la réalisation de ce calendrier, et la Sénat en premier. La Sénat, on l'attend au Carrefour sur ces différentes dates, surtout après les élections où tout ça doit être 12 heures ou 48 heures, il devrait publier les grandes tendances. Il y a surtout ces dates-là, puisque vous savez qu'il y a souvent des polémiques, on attend, on a les écouteurs dans les oreilles pendant tout le temps, 48 heures, et rien ne sort. Donc la Sénat dit clairement que à cette date-là, je pourrais plier. Donc nous l'attendons à cette date-là et j'espère que le rendez-vous est pris et ce sera certainement honoré. Très bien, Loukman voulait réagir. Oui, je pense qu'il faut aussi dire que tout cela est à l'actif d'un processus que nous avons enclenché au Bénin depuis des années. Aujourd'hui, nous avons une Sénat qui rassure davantage. Nous avons une Sénat qui, puisqu'ils sont restés dans la durée, se professionnalisent. Le caractère permanent. De cette Sénat aujourd'hui, on est en train de voir les effets aujourd'hui. Il y a certains qui n'étaient pas contre, qui n'étaient pas pour ce caractère permanent. Mais aujourd'hui, on est en train de voir, parce que de par le passé, on serait déjà rentré dans la guéguerre de la désignation des membres de la Sénat, de l'élection du bureau. Aujourd'hui, le caractère permanent, c'est un actif aujourd'hui. La deuxième chose, c'est au niveau du COSLEPI. On a eu un peu de turbulence au niveau du COSLEPI. Il y a une équipe qui devait être renouvelée, mais on a su, dans le consensus avec TAT, reconduire rapidement une équipe qui avait commencé un travail. Donc je pense que ça a été vraiment l'actif de tous les acteurs. C'est juste pour dire qu'à un moment donné, quand les acteurs politiques, nous décidons de laisser de côté nos intérêts personnels et de voir ce qui peut améliorer les conditions de vie de nos populations, le cadre législatif, nous arrivons à le faire et à doter notre pays d'institutions fortes. C'est ce que nous faisons. Et je pense que nous devons davantage, au-delà de nos guéguerres partisanes, rentrer dans cette dynamique-là pour doter le pays d'institutions fortes et de lois très fortes. Et des institutions, oui. Je voulais juste ajouter que par rapport au COSLEPI, moi j'ai toujours, en tout cas j'ai une logique, peut-être que c'est personnel, mais j'ai toujours pensé que la Sénat étant devenue une institution permanente, devrait pouvoir prendre en charge ce volet pour ne pas attendre... Ce département confié au COSLEPI. Oui, créer carrément un département au sein de la Sénat pour le travail que fait le COSLEPI, pour que la Sénat n'attende pas la mise à disposition d'une liste avant de finaliser
c'est de commencer, de se lancer à faire ces travaux, je pense. Donc, je crois qu'il serait bien qu'on en vienne là. Et donc, comme ils diront qu'on ne devrait pas arracher cette attribution aux acteurs politiques, tout ça. Non, mais la réalisation de la liste électorale, c'est technique. C'est purement technique. Oui, c'est vrai que c'est la politique. Technique et politique à la fois. Oui, mais ce sont même sur le terrain, les travaux sur le terrain, ce sont vos militants qui le feront. Ce sont vos militants qui le feront. Donc, moi, je pense que pour rentabiliser, pour économiser également, la Sénat peut bien jouer ce rôle-là. Et pour éviter d'attendre une quelconque liste électorale d'une institution. La complémentarité aussi a ses effets, ça apporte beaucoup dans la complémentarité. Je ne voudrais pas faire de mauvaise foi, mais Lukman Tidjani, Ghislain Crespin-Lobetoli, quelles sont, selon vous, les chances que l'instance qu'est la Sénat ne puisse pas tenir dans ce délai, ne puisse pas respecter ce calendrier? Non, moi je pense que la Sénat respectera ce délai s'ils se mettent à travailler sur 3 éléments qui pour moi sont très essentiels. Le premier élément, c'est la question du matériel. Il est important aujourd'hui de faire le point du matériel lourd qui existe, de voir le matériel lourd qui est défectueux et de les remplacer au plus vite. Et de faire en sorte que nous puissions avoir l'ensemble du matériel lourd indispensable et nécessaire dans notre pays pour les élections, au moins 2 à 3 semaines avant les élections législatives. Ça permettrait d'éviter l'absence d'urnes, d'isoloirs à des endroits donnés, faire en sorte que nous ayons le matériel là. C'est pour ça la partition du gouvernement pour mettre vraiment les moyens. Vous l'avez dit, le ministre des Finances a pris langue, il faut féliciter le gouvernement pour ça, mais il faut vraiment aller au plus vite. Le deuxième élément, c'est la formation des agents électoraux. Vous avez vu, la Sénat a commencé déjà très tôt à lancer dans le calendrier la formation des agents électoraux va commencer très tôt. Je pense qu'il faut aller très vite aussi, mais dans la qualité. Parce qu'un des éléments de conflit qui viennent au lendemain des élections, c'est la qualité des documents qui sont remplis, qui sont fournis par les agents électoraux. Je pense que la Sénat y a veillé. Voilà. Quand vous constatez les diplômes de base exigés. Exactement. Et que la qualité... on aurait pu exiger CEP ou BPC. Exactement. Cette fois-ci, on a exigé le bac. Le bac et un niveau donné. Un niveau donné, donc c'est... Au niveau de la formation, ça doit se faire très bien. Et le pineux problème des cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs pour les nouveaux majeurs et ceux qui ont perdu leur carte d'électeur. Si le COSLEPI n'arrive pas à partager l'ensemble des cartes d'électeurs dans le dé, attend que la Sénat continue tel que prévoit la loi dans les 7 jours qui suivent. Je pense qu'avec ces 3 éléments et la bonne foi affichée, et qui ne sera pas trahi du gouvernement à mettre à disposition du COS de la Sénat les moyens. Le travail qui doit se faire en synergie entre la Sénat et la RAC pour assurer l'équitabilité sur les médias privés et publics. Le travail des acteurs politiques à rester conformes au calendrier, à ne pas trouver d'excuses pour ne pas se conformer à ce calendrier. Nous pouvons avoir des élections à bonne date. Nos populations, nos électeurs attendent vraiment ça parce qu'ils veulent vraiment juger du travail qui a été fait par les députés qu'ils ont élus lors de la magistrature qui est en train de terminer. Vous venez d'évoquer là vous venez de suggérer, je dirais, quelques points à prendre en considération par la Sénat pour tenir dans le temps, dans ce délai, pour respecter ce calendrier. Ghislain Crespin-Lobetoli, vous savez, il n'y aura pas que ces instances, il y a aussi les acteurs politiques, puisqu'il leur faut constituer des dossiers. Et au nombre de ces dossiers, il y a, pour ce cas spécial du quitus fiscal, enfin introduit, je crois, cette fois-ci, il y a que chacun devra respecter, je dirais, le nombre exact des pièces à fournir. Et au nombre de ces pièces, le quitus fiscal. Le quitus qui nécessite des préalables. Vous ne me direz pas le contraire, je ne vous apprends rien. Des préalables. Lesquels préalables pourront embêter ou freiner quelque peu la constitution de ces dossiers? Comme j'allais dire tout à l'heure, si vous êtes dans la politique et que vous aspirez, déjà vous savez que vous serez potentiel candidat en 2019, ce n'est pas maintenant qu'il faut commencer à courir derrière les pièces, notamment le quitus fiscal. Non, et je pense que c'est normal. Il ne faut pas aspirer à diriger, être acteur public, être responsable public et avoir des dettes, des impôts, des taxes derrière. Vous voyez, dans les pays
pays qui se respectent... C'est facile à dire. Oui, oui, c'est facile à dire, c'est vrai, mais dans les pays qui se respectent... Si je partagerai avec vous tout à l'heure une anecdote. Dans les pays qui se respectent, mais même si vous traînez ça, ça vous rattrape toujours. Ça vous rattrape toujours. Donc, il est nécessaire que les gens puissent se conformer à la loi. Mais je crois qu'il ne faut pas attendre les derniers moments. Et s'ils savent que pour obtenir ce document, il faut être à jour quelque part, ça veut dire qu'ils doivent déjà préparer les moyens pour être à jour et aller retirer très facilement le document. Parce que si c'est inscrit dans le texte, c'est à respecter. Donc, ce document ne devrait pas manquer et chacun, en tant que potentiel candidat, devra prendre les dispositions et pour le retrait de ce document, au pire des cas, il n'est pas éligible. C'est ça. Et il a dit tout à l'heure, ça peut, ou bien c'est le plateau président, ça peut être objet de rejet de certains dossiers, certainement. Oui, moi je pense que il revient... à chacun d'entre nous de faire un travail pour se conformer aux lois de notre pays. Je suis sûr que vous me direz que vous n'aurez pas de problème à courir vers la direction des impôts pour avoir une quitus fiscale, parce que vous êtes sûrement en règle avec votre pays. Je pense que s'il y a des gens qui, à un moment donné, aspirent à diriger notre pays, aspirent à avoir des postes sélectifs ou normatifs, il faut qu'ils soient vraiment des citoyens sérieux. Je voulais juste que nous sortons de la théorie de la suspicion ou de dire qu'il y a des candidats qui n'auront pas leur quitus fiscal. Je veux croire à que tous les potentiels candidats seront en mesure d'avoir un quitus fiscal qui leur permettrait d'aller aux élections. Je voulais féliciter déjà la direction des impôts pour le travail qui est en train d'être fait, un travail qui associe déjà l'accès aux technologies de l'information et de la communication. Je pense que le personnel devrait être renforcé à ce niveau pour que cela se fasse dans les règles de l'art. Je veux croire aussi au professionnalisme, à l'éthique de ceux qui vont travailler à ce niveau. Ils doivent comprendre qu'ils sont non partisans, qui n'appartiennent pas à la mouvance ou à l'opposition, qui ne travaillent ni pour la mouvance ni pour l'opposition, mais qui travaillent pour le Bénin. Si un candidat est à jour, donnez-lui le quitus fiscal, quelle que soit sa coloration politique. S'il n'est pas à jour, justifiez les éléments pour lesquels vous n'êtes pas en mesure de donner le quitus fiscal. À un moment donné, il pourra utiliser les voies de recours pour pouvoir se faire rendre justice s'il pense qu'il a été lévé à un moment donné. Je pense qu'il faut vraiment aller vers cela. Je comprends les acteurs politiques qui, quelquefois, ou même les chefs d'entreprise, qui, quelquefois, se trouvaient dans des raccourcis, dans des sujets à terme, dans des négociations, pour contourner le fisc. C'est ce que j'évoquais. Votre collègue a dit tout à l'heure, au niveau de la direction des impôts aussi, il y aura tout forcément un mécanisme pour bloquer ceux qui doivent contourner, ceux qui ont l'habitude de contourner le fisc. Je pense que c'est justice qui est rendue si vous avez pris 10 ans à contourner le fisc et qu'aujourd'hui vous voulez être député, le fisc vous dira il faut vous mettre à jour avec ce que vous avez fait par le passé. Comme je dis, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est le moment pour le fils de rendre justice aux Béninois qui ont été grugés par des opérateurs économiques, par des acteurs politiques. Même des fois, on utilise nos proximités avec le pouvoir pour demander à ce qu'on ait des allègements au niveau du fisc, qu'on soit dédouané de paiement, de payer le fisc à un moment donné. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment mettre fin à cela. Et cela va en droite ligne des réformes, non seulement administratives et politiques, que le président Patrice Talon a enclenché depuis un certain nombre d'années pour assainir vraiment les finances publiques. Nous y allons, voilà. C'est bien dit, facilement dit, dans les coulisses, dans les coulisses des services des impôts. Pourquoi l'information fait la particularité au niveau c'est un document administratif. Je me promettais tout à l'heure de partager avec vous une belle anecdote. Non pas pour me distraire, rassurez-vous. J'ai un ami, un potentiel candidat, qui partageait avec moi la fois passée qu'il s'est rapproché au fait d'un service des impôts. Et c'est là on lui a notifié au fait, puisqu'il n'est pas propriétaire d'une entreprise, qu'il se doit de justifier, puisqu'il est dans la maison de son papa, la maison de sa maison partenaire, et bien de justifier au fait des impôts depuis, du paiement des impôts depuis l'an 2000. Il a fait le petit calcul, il se retrouve, je crois, déjà à 700 000. Et il se dit que là, qu'il me souffle déjà que ce ne sera plus possible pour 2019. Non, c'est des faits très simples. Chaque fois et là, je vous dis, c'est un cas, c'est du vécu. C'est des faits simples. Quand nous avons les éléments des impôts qui nous envoient les impositions dans nos maisons, nous les rangeons.
nous disons non, c'est pas opportun, on va pas le payer, parce que de par le passé, il n'y a pas un mécanisme qui vient nous astreindre à payer cela. Vous voyez qu'aujourd'hui, le cas de votre ami, ça ferait qu'il serait obligé de se conformer rapidement à cela, s'il a vraiment les envies. Il est conscient de ce qu'il ne pourra pas d'ici le 28 avril. Il peut faire appel à ses collègues partenaires politiques de cette formation politique pour l'accompagner. Donc voilà, la liste peut l'aider, le parti politique qui le porte peut l'aider. Donc c'est juste pour ces deux petits trucs simples. Hein. Là où on est, les maisons dans lesquelles nous sommes, est-ce que nous payons les impôts? Ceux qui ont de petits contrats de consultants, est-ce que nous pouvons nous payer, nous déclarons régulièrement nos contrats de consultants? Ceux qui prennent de petits marchés un peu partout, est-ce que nous les déclarons au niveau des impôts? Ces promoteurs d'entreprises qui tiennent à un sac à main. Est-ce que... Non, c'est clair. Ça veut dire que cela, il va au-delà de ces élections législatives. Cela, il va, comme je l'ai dit, dans le processus d'assainissement de nos finances publiques. Que des gens quittent aussi l'informel pour aller dans le formel. Donc, on a forcément besoin de cela. À quelque chose, malheur sera bon. Mais je dis, sortons de cette théorie de la suspicion. Les probables candidats où les probables candidats vont faire tout pour se mettre à jour vis-à-vis du fisc. Ça nous permettra d'avoir des ressources aussi pour financer d'autres besoins au niveau de nos pays. Les femmes de Glodjigui ont besoin de centres de santé, ont besoin d'avoir des marchés modernes. Si tous ces gens-là qui n'ont pas payé des impôts depuis des années commencent à le payer, ça nous permettrait d'investir là. Mais comme l'a dit monsieur, il faut laisser, ce n'est pas seulement la seule pièce, il y a d'autres pièces. Donc les gens doivent... Non, vous vous souvenez pendant les élections... Le numéro 3 du casier judiciaire ne posera pas problème. Non, je vous donnerai un exemple. Vous vous souvenez, au moment de dépôt de candidature pour les élections présidentielles, des candidats ont été obligés de retourner chez eux, aller chercher des pièces parce qu'il y avait une confusion entre le certificat de résidence et la possession de l'attestation de résidence. Donc voilà, donc c'est de petites choses. Il faut vraiment que les partis politiques puissent s'asseoir, que cela ne se fasse pas dans la rate, qu'ils mettent vraiment une équipe pluridisciplinaire, comme nous le faisons déjà chez nous, d'avocats, de sociologues, de techniciens, qui permettraient de voir les contours de chaque pièce, les contours de chaque élément, et faire en sorte que les dossiers que les gens déposent puissent être vraiment des dossiers conformes, que les gens n'aillent pas dans la ruse, dans la manipulation, pour après crier qu'ils ont été écartés et se rentrer dans la victimisation. Je veux croire vraiment à ce que les partis politiques vont jouer le jeu. Et pour finir, il faudra vulgariser aussi ces pièces. Vulgariser, répéter le nombre de fois qu'il faut, c'est communiquer de la Sénat. Oui, c'est déjà dans le code électoral d'abord, et puis la Sénat, combien en ont connaissance. Public aussi formel. Mais c'est le travail qui se fait au niveau des partis politiques aussi, puisque ce sont les partis qui présentent les candidats. Et non la confession des uniformes aux couleurs des logos. Oui, je crois que l'accent doit être mis sur la vulgarisation des dispositions du code électoral, et certainement sur le processus de dépôt de candidature, sur les pièces à fournir, comment les partis devraient aider ces différents candidats, ces potentiels candidats, à rassembler toutes ces pièces. Je pense que c'est même au niveau du parti que les dossiers sont déposés. Et c'est le parti qui est responsable de la transmission qui fait le tri et qui va déposer. Donc, s'il y a des pièces qui manquent et que les dossiers ne sont pas à jour, ils ne pourront pas les transmettre à la Sénat. Donc, c'est également le rôle des partis politiques de voir au niveau de ces différents candidats comment les aider à regrouper au plus vite ces pièces pour que leur liste soit complète et prête à être déposée. Je ne demanderai pas à Lukman Tidjani si il a déjà retiré ou il a ses pièces à jour pour le quitus fiscal. Mais... Non, je ne suis pas engagé je suis pas engagé dans les élections. Je ne suis pas un probable candidat aux élections législatives. Quand bien même je suis dans le sillage politique, je pense qu'il faut prendre le temps personnellement. Et peut-être que pour les autres élections, peut-être au niveau local, pourquoi pas à l'élection suprême, je me battrai pour avoir un quitus fiscal à jour. Je commence déjà à faire feedback pour voir tout ce qu'il y a en arrière qui n'a pas été payé, et les payer rapidement et voir comment est-ce qu'il faut être à jour. Lukman Tidjani, c'est tout pour ce débat. Votre mot de la fin? Non, mon mot de la fin, c'est de féliciter déjà tous les acteurs engagés dans le processus électoral pour le travail qui a déjà commencé. Être confiant que dans le consensus, dans la discipline et dans le respect des lois de la République, nous allons avoir des élections législatives à bonne date, des élections législatives qui feront transparaître la volonté du peuple
Et je crois que tous les acteurs politiques, au-delà des théories de complot, de suspicion, doivent se mettre dans la danse et faire en sorte que cela se passe dans le meilleur. Je vais appeler la société civile qui, qu'elle m'excuse, semble être un peu dormante depuis un certain nombre de temps, à se réveiller, à commencer par faire le travail d'éducation de l'électeur et même de l'acteur politique sur ses devoirs et ses droits pour faire en sorte qu'à un moment donné, tout le monde se retrouve dans le sillage de la loi du code électoral et de l'achat des partis politiques. Ceux qui pensent que nous sommes sur le terrain pour faire de la propagande préélectorale, je veux juste les rassurer, nous animons juste nos partis politiques, nous allons les animer davantage après les élections. Les affiches que vous voyez dans les villes vont dans le cadre de l'animation de la ville des partis politiques. Ce n'est pas encore de la pré-campagne, ce n'est pas encore de la campagne. Nous les enlèverons au moment où, par rapport aux tests, il faudra les enlever. Mais continuons de croire que ces affiches seront enlevées, je crois. Non, je pense que c'est aussi un élément qui est dans le calendrier électoral. Quand on prenait par exemple le calendrier électoral juste en une seconde, vous avez vu, le Sénat dit que entre le 27 et le 28, les affiches seront enlevées. Donc assurons-nous qu'on n'enlève pas les affiches de INF, qu'on laisse les affiches de Y, et que INF n'aille pas enlever les affiches de Y et laisser lui ses affiches. Donc cela, il va de la bonne foi de tout le monde. Très important. Merci, Lukman Tidjani. Ghislain Crespin-Loguetori, pour finir. Je voudrais d'abord remercier et féliciter la Sénat pour avoir fixé les acteurs, pour avoir fixé tous les citoyens que nous sommes en publiant le calendrier électoral finalisé. Je voudrais appeler également les différents partis politiques, les acteurs politiques à de la patience, et à faire de la modération dans les propos. Et pour cela, il va de la sauvegarde de l'unité nationale. Et comme il a dit tout à l'heure, les élections, c'est une fête pour toute la population. Et nous allons certainement, et nous aurons certainement le bout du tunnel d'ici à là. Je voudrais appeler à la société civile que je ne sens pas encore comme les autres fois. C'est pas parce que c'est une élection. Pour les élections présidentielles passées, on les a vraiment sentis. Et il y avait de l'effervescence à un niveau. Et à chaque fois, ils revenaient, ils montaient au créneau pour dire chambre de situation. Mais maintenant, on ne les sent pas encore. J'ose croire bien qu'effectivement, ils affûtent les âmes et que dès qu'ils vont commencer, ce sera certainement sur les roulettes. Et je crois que nous sommes lancés comme ça. Et d'ici à là, certainement, tout sera clair au niveau des dépôts, des listes. Et que dès que tout ça sera clair, les bonnes choses vont commencer pour les acteurs politiques, non spectateurs. On sera en train d'apprécier. Vous décidez, on peut vous Merci Ghislain Crespin-Loguetori, merci Lukman Tidjani. Eh bien, on retient que vous avez unanimement lancé un appel éloquent, bien évidemment, aux différentes associations, aux différentes instances de la société civile. Vous appelez la société civile à agir convenablement comme elle a su le faire par le passé pour contribuer, pour maintenir la veille, justement. Et vous en avez appelé aussi aux potentiels candidats à ce qu'ils s'approprient, je crois, les tests, non seulement les tests, mais les différentes pièces à constituer. Et au fisc maintenant, on appelle à la vigilance, puisqu'il y aura, à compter de maintenant, assez de dossiers de mutation de sociétés, d'établissements et d'entreprises de tel nom à tel nom, justement pour se libérer et s'approprier, justement, se faire délivrer le quitus fiscal, l'autre grand obstacle. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était le décryptage.